Bonjour Monsieur le rabbin, Bonjour Léa. vous êtes rabbin de judaïsme en mouvement. Nous ouvrons le second livre, le livre Shemot, les noms. C'est l'occasion pour nous de parler des noms. Nommer quelqu'un, ce n'est pas par hasard qu'on le fait et ça comporte peut-être des enjeux. Lesquels? Alors, effectivement, la paracha de cette semaine, c'est Shemot, qui donne son nom au livre de l'Exode, comme on l'appelle en français, Mhm. et qui commence en rappelant les noms des enfants d'Israël, des enfants de Jacob, qui sont descendus et qui sont restés dans le pays d'Égypte. Et il avait été question d'eux la semaine dernière, avec Vayechi, la fin Oui. de la Genèse, la fin de Béréchit, au cours de laquelle on avait parlé de la singularité de chacun d'entre eux. Et cette semaine, du temps a passé et on rappelle leurs noms. Et on aurait pu imaginer le fait de voir les enfants d'Israël installés pour un temps très important dans le pays d'Égypte, finir par devenir oublieux de lui-même, Mhm. finir par s'intégrer, s'assimiler totalement, complètement dans la culture, dans la vie égyptienne, et finalement ne plus avoir chez certains que comme un vague souvenir ce qu'avait été leur origine. Et ce qu'on nous dit ici dans les commentaires, c'est qu'il y a trois éléments qui ont été déterminants pour les enfants d'Israël en termes de survie. C'est le fait d'être capable, tout en vivant pleinement dans ce monde qui était le leur, de garder une singularité qui passait par le Shem, le nom qui était le leur, la Shon, la langue qui était la leur, et le Malbouche, un vêtement, une manière d'être qui était la leur. Et donc, garder le nom ici, être fidèle à son nom, c'est garder une fidélité, c'est garder une singularité, quelque chose qui, en dépit de situations parfois compliquées, leur a permis de survivre. Et je dirais, ça leur a permis de survivre dans des situations compliquées, mais d'une certaine façon, quand on est persécuté, quand on est la cible d'attaque, on a nécessairement un réflexe de fierté Mhm. qui nous oblige à réagir, qui nous oblige à être fiers, qui nous oblige à répondre d'une manière ou d'une autre. Mais on a souvent quelque chose de beaucoup plus insidieux, c'est le fait de refuser de faire quelque forme de différence que ce soit et se dire il n'y aurait pas de différence, il n'y aurait pas de singularité, il n'y aurait pas de message particulier des enfants d'Israël par rapport au reste des habitants d'Égypte à l'époque et qui aurait pu conduire de manière douce à leur faire oublier qui ils étaient, qui aurait Mhm. pu de façon indolore les conduire sur le chemin d'une intégration, assimilation totale dans Ouais. laquelle ils auraient rompu avec l'héritage de Jacob. Et ici, en étant fidèle à un nom, Ouais. en étant fidèle en réalité à une histoire, au message donné au moment de leur naissance Mhm. par les parents, ils viennent perpétuer l'histoire et ils Et viennent s'inscrire dans la continuité. d'ailleurs, la paracha de cette semaine commence par cette phrase: les enfants d'Israël se sont multipliés en Égypte. Vous voyez, on dit les enfants d'Israël, c'est-à-dire que dans la paracha précédente, on avait bien spécifié les 12 tribus qui avaient été mises en place. Et là, on dit les enfants d'Israël comme si on les associait les uns avec les autres et que finalement, leur spécificité peut-être disparaissait, un peu comme ce que vous venez de dire, monsieur le Bon, rabbin. parce qu'on passe véritablement à un nouveau statut, Oui, celui de famille, celui oui, de clan rassemblé autour d'un patriarche, oui. à celui de nation, à celui de peuple. Et alors, c'est vrai qu'on a toujours une grande question. Comment est-ce qu'on va définir le peuple juif? Parce qu'on va se dire, peuple juif, quand on regarde sur la longue histoire, je dirais, de Shemot à nos jours, c'est un peuple qui est habité par la diversité, qui vit dans des territoires qui sont très différents. Vous Oui. allez trouver des Juifs au Danemark et en Australie, en Mhm, passant par les États-Unis, la France ou le pays mhm. d'Israël. Donc, qui vont être sous des gouvernements très différents les uns des autres, qui vont parler des langues très différentes les unes des autres. Qui auront des Donc, physiques très qui ont des différents. physiques parfois, des apparences qui vont être Ouais, différentes. Et donc, on va se demander qu'est-ce qui fait l'unité. Et ce qui ouais. fait l'unité, en fait, c'est, au-delà d'un peuple, d'être une grande famille. Mhm, Et d'être une grande famille avec toutes ces spécificités, toutes ces tribus même à l'intérieur. mhm. Et c'est vraiment ce qu'on voit dans cette jonction entre Bereshit et Shemot, entre Vayechi et Shemot. Mhm. Et on insiste beaucoup sur le fait que la paracha commence, évidemment, on l'appelle Shemot, mais c'est Va-Ele Shemot. Et voici les noms des enfants Mhm. d'Israël. Et Va-Ele, et voici, ça commence par le Vav, ça commence par une conjonction de coordination, ça commence par un Et. Ah oui. Et ça nous dit que, en dépit des changements, en dépit des mutations, Mhm. on a ce trait d'union qui est là. Et ce qui compte peut-être, c'est plus le trait d'union entre le passé et le présent, entre les différentes
facettes, différents visages de cette diversité qui gardent un lien, quelque chose qu'on ne peut pas forcément décrire, quelque chose qui n'est pas forcément palpable, mais qui est là. Et la lettre Vav, quand on l'écrit en hébreu, c'est probablement l'une des plus simples qui soit. C'est juste un trait vertical. On ne pourrait même pas se dire, autant vous avez le Aleph, le Lamed, qui vont être des lettres élaborées, qui vont être des lettres qui nécessitent une certaine graphie. Le Vav, c'est très simple. Ouais. Un enfant, vous lui mettez un crayon entre les doigts, il vous dessine un Vav. Alors revenons au nom et au fait de nommer quelqu'un. On dit que le fait de nommer quelqu'un, ça engage un destin. Vous voyez, ça c'est quand même assez compliqué à comprendre. En tout cas, que ça engage des relations avec les autres particulières, ça on peut peut-être l'aborder de cette façon-là. On peut l'aborder de cette façon-là. Ça fait penser évidemment au très célèbre poème de Zelda. C'est elle, la grande poétesse israélienne, Lechol Ish Yeshem. Chacun a un nom. Et le nom qu'on reçoit à la naissance, celui qu'on se fait dans la vie, celui qu'on a à la maison, celui qu'on va avoir à l'extérieur. Et ça nous ramène à une scène primordiale. C'est le moment où le monde a été créé et toutes les créatures vont passer devant Adam qui va les nommer. Et on sait qui est-ce qui a créé ces créatures. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est le Tout-Puissant qui a façonné ces différentes créatures qui placent dans ce monde. C'est lui qui a créé Adam. Et pourtant, Adam, en voyant défiler ces créatures, va leur imposer, va leur donner un nom. Et en leur donnant un nom, devenir, on va nous dire, assistant, collaborateur de Dieu dans l'œuvre de la création du monde. Parce que nommer une chose, c'est véritablement être capable d'influer, d'insuffler sur son destin. Et c'est une chose qu'on va retrouver en philosophie de manière générale. Qu'est-ce qui fait l'existence d'une chose ? Le fait qu'elle existe inconnue de tous sur cette terre, ou le fait d'avoir un nom cadré, défini, qui lui permet de trouver une existence publique, une existence connue. Et donc, nommer, c'est véritablement être capable de faire exister, parce que tout peut exister, mais tant qu'il n'y a pas de nom, tant qu'il n'y a pas d'étiquette, pas une étiquette qui réduit, mais une étiquette qui fait connaître, c'est comme si on n'avait rien. Et lorsqu'on donne le nom d'un ancêtre, est-ce que c'est une façon d'associer l'histoire de l'enfant qui vient de naître à l'ancêtre, ou est-ce que c'est juste une façon de rendre hommage, tout simplement ? C'est les deux, c'est le fait qu'un enfant qui vient au monde, évidemment, il s'inscrit dans une lignée, et il n'y aurait rien de pire, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, que de chercher à couper le nouveau-né de ses racines, de la lignée dont il est l'héritier, et donc donner le nom d'un ancêtre disparu, notamment, et on sait dans beaucoup de familles, il y a le fait de donner un nom d'un ancêtre disparu, notamment pendant la Shoah, dans des conditions qui étaient des conditions horribles. C'est une manière à la fois de faire revivre, continuer à vivre l'ancêtre, mais surtout de donner à l'enfant la conscience du fait qu'il s'inscrit dans une histoire, et qu'il n'est pas juste une sorte de plume qui viendrait descendre sur le monde, mais il est vraiment le maillon d'une chaîne. Mais alors toute la difficulté, c'est de trouver son individualité. Mais ça, ce sera peut-être l'objet d'une prochaine émission, si vous le voulez bien. Merci, monsieur le rabbin. Shabbat shalom. Shabbat shalom à vous et à la semaine prochaine. Vous écoutez Radio J. Radio J. Radio J. Il est 9h30 et c'est l'heure du rappel des titres. Il vous est présenté par Olivier Issambert. Bonjour Olivier. Bonjour Léa, bonjour à toutes et à tous. En Israël, la Cour suprême est vent debout contre la réforme du système judiciaire voulue par le gouvernement. Pour la chef de cette instance, Esther Hayout, les réformes vont porter un coup fatal à l'indépendance des juges et à la démocratie du pays. C'est dans ce contexte qu'un mouvement de protestation de grande ampleur s'apprête à se tenir demain contre les réformes du gouvernement.